Le sprinkler, Mini. Spontanément, tout à l'heure, tu as réagi, Eric, avec un big design upfront C'est mon petit côté détestable. à un mot. Mais j'ai le goût de le partir comme ça. On a souvent la crainte que les gens de UX, de par leur besoin de connaître ou de voir beaucoup en amont, viennent injecter une dose de big design upfront dans l'agilité, mettons. Ou du over-design. Ou du over-design, exact. Du gold plating. De décider des choses avant même de mesurer l'impact. Exact. Donc, ouais. Ça serait quoi la bonne façon de faire ou le juste milieu pour avoir et les avantages de un et de l'autre? Je pense pas que ne pas en faire du tout, c'est le mieux, et le faire tout, c'est le mieux. Ça serait où la balance, selon toi? Ou le faire après. Ou le faire après? Expérience vécue. Ben, réponse plate, c'est ça va vraiment varier selon le contexte du projet puis la maturité des équipes. Plus qu'on le fait tôt, dans le fond, le processus UX, donc autant de connaître les utilisateurs que de faire un peu des prototypes, ben, on va avoir vraiment une bonne compréhension de pour qui on le fait, pourquoi on le fait. Plus qu'on le fait tard, plus qu'on est réactif, puis on est concentré sur qu'est-ce qu'on fait. OK. Donc, c'est là que je dis, c'est un équilibre qui va varier beaucoup. Mais où est-ce que je pense qu'il faut en faire quand même un peu, c'est que au-delà de connaître les utilisateurs, c'est que ça nous donne quand même une vision de c'est quoi la structure des interactions, du flow que je vais bâtir. Je ne veux pas être en train de bâtir quelque chose à mesure, tu sais, de designer quelque chose à mesure que le gars est en train de coder. Un Frankenstein, là. Ouais. C'est ça qui va arriver. Puis je l'ai même vécu que, tu sais, module A développé par équipe A, module B est développé par l'équipe B. Les deux, ils vont dans le même logiciel, mais clairement, c'est du monde qui se sont jamais parlé puis qui n'ont pas planifié leur affaire avant. Donc, on veut éviter ça. Ça, c'est un cas un peu extrême, mais tu veux éviter ça. Donc, peut-être pas si extrême que ça, malheureusement. Mais bon. Ouais. Donc, amener du design upfront, il n'est pas obligé d'être big, mais amener du design upfront, ben, ça permet au moins de dire voici la cohérence qu'on veut avoir, voici le tone du langage qu'on va utiliser, mettre un peu de vocabulaire là-dedans. Donc, déjà, amener cette réflexion-là au lieu justement d'être très réactif. Ouais. Si je te parle de journeying, puis des... C'est quoi l'autre, le mapping de... Story mapping? Oui, mais oui, c'est un autre bon, ça. Mais je pensais à une autre chose. Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. User journey? User journey, oui. Quel niveau de détail qu'on entre? Je pose la question. OK. On fait de l'analyse, on fait du UX en amont. On a rencontré les gens, c'est fantastique. Et puis les gens, les analyses de marché, tout tralala nous disent que ceci est le user experience fantastique. Okay? On se dirige vers ça. Puis parfait. Puis là, les développeurs, on leur impose. Hein? Si on fait beaucoup de travail en amont, on leur impose que coder ceci. La solution est définie déjà. Oui. Et puis, aussitôt qu'on le met sur le marché, on réalise que, bordel, le bout, ça sèche. Le bout, ça sèche rapidement, puis qu'on n'a pas pensé du tout à ça. On le découvre une fois qu'on l'a mis sur le marché. Et là, il faut modifier les maquettes, il faut modifier notre compréhension du UX. Parce que là, l'expérience utilisateur, c'est plus juste prendre le stylo puis écrire. C'est maintenant de prendre le stylo, enlever le cap, déposer le cap ou le designer pour qu'il puisse aller au bout. Ça s'ajoute, il s'en accumule du stock, là, et tout ça. Toutes des choses qu'on n'aurait pas su avant. Et mon concern, c'est si on fait trop de travail en amont, autrement dit, le design du bout ici ne permet pas de mettre le cap au bout. C'était peut-être carré originalement. C'était carré originalement parce que c'était plus facile à manipuler selon les études et les interviews. Donc, j'ai l'impression que du big UX upfront, si je me permets le terme, ça n'existe pas, là, mais si je me permets le terme, amène son lot de gaspillage une fois qu'on mesure l'impact réel suite à des itérations ou des sprints en Scrum. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense que c'est la question que beaucoup de gens se posent un peu partout.
Oui, en effet, c'est une question très fréquente. Puis, quand j'entends ça, la question que moi, ça m'amène, c'est pourquoi c'est un ou l'autre? T'sais, pourquoi c'est du big design upfront ou no design upfront? Ouais. Il y a vraiment une dose de... Je fais mon crayon à peu près, là, qui est très rectangulaire, parce que je ne sais pas que le cap doit aller là puis qu'il va sécher. Ouais. Puis là, je vais vers mon équipe d'ingénieurs puis de QA, puis je leur dis, c'est ça que je veux faire. Mhm. Pouvez-vous me donner par rapport aux contraintes techniques et technologiques que vous avez, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, ils vont me dire, à cause de notre framework, ça ne marche pas. Il faut arrondir pour que ton... Ah oui, mais c'est un bon point. Ouais. Les contraintes technologiques en place aussi. Donc, mais les humains, oui, il y a beaucoup l'utilisateur parce que c'est lui, en bout de ligne, qu'on veut satisfaire, mais dans tout le processus, le UX puis les développeurs, ils ont le droit de se parler avant de tomber en mode réalisation. Fait que c'est là la bonne dose de dire, j'ai fait un peu de design, ma première validation que je vais faire, c'est peut-être pas nécessairement les utilisateurs, c'est d'aller voir les développeurs ou le QA ou d'autres gens pour dire... La faisabilité. Oui, aussi. C'est faisable. Comment on peut faire un cycle d'apprentissage plus court. Puis c'est là qu'au début, quand je disais la quantité de travail à ne pas faire, là, ben c'est ça. Là, moi, je veux faire le moins de design possible pour rapidement avoir du feedback. Puis potentiellement que les développeurs vont avoir juste un plus petit prototype à faire parce que la validation qu'on veut faire est rapide. Donc, au fur et à mesure que tu parlais, j'avais des images de Doctor Strange. Non, pas pas cette fois-ci, mais de bonne coexistence, de moins bonne coexistence, UX, équipe un petit peu plus agile. Puis on dirait, puis c'est peut-être bien personnel, que ça se passait beaucoup dans les individus qui composaient cette relation-là, c'est-à-dire des personnes de UX qui avaient été très peu exposées à l'agilité, ça venait les confronter. Exactement ce que tu décrivais, l'intention de réduire le plus possible son UX. Et de l'autre côté aussi, des agilistes, développeurs, QA, Scrum Master, name it, peu importe, qui avaient été très peu sensibilisés, conscientisés aux bienfaits de ce que ça pouvait leur apporter de travailler avec une personne de UX. Mais là, ça crée un clash. Là. Puis là, c'était c'est trop long, ça va pas assez vite. Oui, mais de toute façon, une dynamique qui n'est pas tant positive. Puis spontanément, tu as dit, mais pourquoi c'est un ou l'autre? Pourquoi ça pourrait pas être les deux? Mais on dirait que la clé, quand ça se passait bien, cette relation-là, c'était que le gars de UX était familier avec l'agilité, le pourquoi, ce que ça amène, etc. Et surtout, vice-versa. C'était là que ça commençait à... C'était plus un ou l'autre, c'était un et l'autre, puis le gars de UX, à la limite, faisait partie de l'équipe. Puis that's it, là. Ouais, tu l'as bien dit dans ton courriel la semaine dernière. Tu as dit, est-ce qu'on doit agiliser le UX ou on doit UXer l'agilité? Why not C'est les peut-être deux? un petit peu des deux.